Charlotte Guichard, bonjour. Vous êtes historienne de l'art et vous publiez Graffiti, inscrire son nom à Rome, 16e, 19e siècle. Quels sont ces graffitis sur lesquels vous avez enquêté et pourquoi vous avez choisi ce sujet de recherche? Alors, le projet du livre, en fait, est né à Rome, à l'occasion d'un séjour à la Villa Médicis. Et il est né, en fait, d'une surprise. C'est-à-dire que lorsque on est mis en présence des œuvres de Rome, les plus canoniques, je dirais, des fresques de Raphaël, donc de la Renaissance, des fresques des Carracci au moment du classicisme, mais aussi des peintures antiques, on est frappé d'une chose, c'est que ces fresques, ces peintures sont marquées dans leur épaisseur de noms, de dates, de petits dessins. Et on est donc frappé par cette omniprésence des graffitis. Donc c'est devant cette présence-là que je me suis dit qu'il y avait là un livre à écrire. Et ces graffitis, c'est autre chose que du vandalisme? Oui, alors la question du vandalisme, évidemment, elle vient tout de suite à l'esprit. En même temps, alors voilà, le vandalisme, c'est un terme qui est inventé à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un terme, en fait, essentiellement idéologique. C'est-à-dire que, voilà, en disant que c'est du vandalisme, on va considérer que ces graffitis ne sont pas dignes d'un questionnaire, qui sont uniquement destructeurs. Moi, ce que j'ai voulu, c'est donner leur visibilité à ces graffitis et essayer de comprendre ce qu'ils nous disaient de l'histoire de ces peintures, de ces fresques, et ce qu'ils disaient aussi de notre relation à l'art au cours de ces siècles, donc que j'étudie du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et alors, qui inscrit son nom comme ça sur des œuvres de Raphaël ou à côté et qu'est-ce que ça signifie comme ça d'inscrire son nom sur les œuvres ou en marge de ces œuvres? Alors, en fait, ces graffitis, lorsqu'on les regarde dans le détail, lorsqu'on essaie de les lire, de les déchiffrer, c'est pas évident, parce que pour cela, il faut se mettre vraiment de profil, il faut avoir un regard décalé sur les œuvres, au sens réellement matériel. Ils sont dans l'épaisseur de la fresque, très souvent. On est frappé du fait que voilà, ces graffitis, ils marquent tous les siècles. On a toute une quantité d'individus très différents. Alors, la première tentation, c'est d'établir une sorte de typologie. Alors, très rapidement, on pourrait dire, voilà, les premiers à laisser leur nom sur les fresques, c'est ce qui vient tout de suite à l'esprit, ce sont les soldats de Charles Quint, ce qu'on appelle les lansquenets, qui en 1527, lors du sac de Rome, vont vouloir détruire les fresques de Raphaël qui sont situées donc, dans le palais du Vatican, au cœur même de l'État papal, pontifical. Donc ça, c'est la première catégorie d'individus, donc les soldats, mais on a aussi des artistes. Dans le livre, je parle de Poussin, je parle de David, je parle du sculpteur Carpeaux, sur lequel il y a eu récemment une exposition importante. Il y a également des amateurs, des voyageurs du grand tour, des savants. On a des historiens de l'art importants, peut-être méconnus du grand public, mais qui jouent un rôle très important dans l'écriture de l'histoire de l'art. Je pense à Sérou d'Agincourt, qui est à l'origine de la découverte des primitifs italiens, donc des peintures médiévales au début du XIXe siècle. Il a gravé son nom sur une fresque médiévale. Et on a aussi les touristes, casquettes vissées sur la tête du 19e, du 20e siècle, qui laissent leur nom. Donc en fait, ces graffitis, c'est un véritable palimpseste. Et ils laissent leur nom sur ces fresques ou à côté, parce qu'ils veulent sans doute là témoigner d'une présence, leur présence à l'œuvre, aussi leur admiration ou leur volonté de destruction. Donc on a toute une palette de raisons qui peuvent expliquer un tel geste. On peut peut-être prendre un exemple, qui est une fresque de Raphaël très connue, où on trouve parler quasiment d'un monument de graffiti. Voilà, alors la fresque à laquelle vous faites allusion, c'est une fresque qui est située au cœur, comme je le disais, des appartements pontificaux à la Renaissance et qui est aujourd'hui au cœur du parcours du touriste. C'est donc la chambre d'Héliodore. Vous savez qu'il y a 4 chambres de Raphaël au Palais du Vatican. La chambre d'Héliodore est l'une des plus importantes à cause de cette fresque d'Héliodore chassé du temple. C'est une fresque qui a une très importante fortune critique à partir du XVIe siècle. Elle est constamment copiée par les artistes. Sous cette fresque, on a une cheminée en marbre, dans un marbre très dur. Si on regarde et qu'on s'approche de cette fresque, on a une première signature, c'est celle de Nicolas Poussin, qui grave son nom dans le marbre en 1627. Il faut imaginer Poussin avec son instrument gravé dans ce marbre-là, très dur, c'est pas évident. Autour de Poussin, on va avoir toute une constellation de noms, essentiellement des Français, mais aussi des étrangers, qui vont s'agréger en fait tout au long du XVIIIe siècle.
À travers ces noms, on a toute une histoire des artistes qui viennent à Rome faire leur grand tour et qui viennent copier la fresque. Donc c'est vraiment un monument à Raphaël, quelque chose qui dit la relation, si vous voulez, au maître du classicisme. C'est aussi la marque d'une filiation. Poussin s'inscrit dans la filiation de Raphaël en laissant son nom, et les artistes qui vont suivre Poussin un siècle plus tard s'inscrivent eux aussi dans la filiation de Poussin et de Raphaël. Et la forme même de la cheminée, c'est la forme d'un monument finalement. C'est ça qui m'intéresse, c'est que cette cheminée, elle est transformée en un monument de marbre à la gloire du classicisme. Ce qui est frappant quand on lit votre livre, c'est que ces œuvres canoniques de Rome, de la Rome antique ou classique, elles ont été reproduites des centaines, des milliers de fois, mais on n'a pas reproduit les graffitis qui des fois se trouvaient dessus. Pourquoi est-ce que l'histoire de l'art n'a pas vu ces graffitis? Alors, ça c'est une question méthodologique essentielle, parce que pour voir ces graffitis, pour les prendre en considération, il faut se déprendre en quelque sorte de l'aura de l'œuvre, de l'emprise du chef-d'œuvre. Il ne faut pas regarder ces fresques comme des images, avec une perspective, je dirais, formaliste ou iconographique, dans une tradition qui est celle de l'histoire de l'art et qui est très importante. Il faut considérer autrement ces fresques. Il faut les considérer comme des objets dans leur vie sociale. C'est-à-dire que ces fresques, elles ont été visitées, elles ont été vues. Donc là, il faut se poser des questions qui je dirais, interrogent autrement l'histoire de ces fresques. Et ce questionnaire, il va se lier davantage avec des questions d'ordre anthropologique et des questions d'ordre historique, d'histoire culturelle et d'histoire sociale. Il faut considérer autrement ces fresques, non pas comme des images, mais comme des objets. Et alors, qu'est-ce que nous disent ces graffitis du rapport, de l'évolution du rapport que nous avons aux œuvres d'art? Alors, en fait, la question qui est posée lorsqu'on parle de ces œuvres et qu'on est au cœur du canon européen et occidental, c'est la question du patrimoine. C'est-à-dire que toutes ces œuvres, elles sont aujourd'hui au cœur du patrimoine européen, occidental de l'art. Et elles nous disent que finalement, contre la distance qui préside aujourd'hui au regard sur l'œuvre, on était à cette période dans un rapport de familiarité, dans un rapport de proximité avec ces œuvres, que pour les copier, pour les voir, eh bien souvent on les touchait, on était très près d'elles, on les considérait dans leur matérialité, dans leur épaisseur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très important, c'est que ces graffitis, en fait, nous mettent sur la voie d'une histoire de notre relation à l'art. Et comment est-ce qu'on a perdu alors cette familiarité, cette intimité, cette matérialité avec l'œuvre? Alors là, c'est l'invention du patrimoine. Au moment même où s'invente le vandalisme, s'invente le patrimoine, tout ça pendant la Révolution française. Et donc, c'est le musée qui va imposer, à juste titre, cette distance aux œuvres. Évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il faut graffiter les œuvres. Simplement, le regard qu'on va porter sur elles va être un regard beaucoup plus idéalisant, esthétisant. On ne pourra plus avoir ce rapport qu'on avait autrefois aux œuvres. Un exemple très concret aujourd'hui, c'est la statue antique du Laocoon, qui est une statue emblématique de la Renaissance, enfin de l'Antiquité, qui est redécouverte à la Renaissance. Elle est située dans une niche. Autrefois, on pouvait tourner autour de la statuaire. On pouvait la considérer sous tous ses angles. Aujourd'hui, il y a une barrière scellée dans le mur qui fait que voilà, on est dans un rapport à distance frontal vis-à-vis de l'œuvre, alors que des graffitis qui sont dans la niche vont pouvoir nous montrer qu'autrefois, on avait un regard très différent, qui était constitué dans l'empreinte, dans la tactilité, dans le toucher. Vous disiez avec Poussin que ça pouvait être une forme de filiation avec Raphaël, d'inscrire comme ça son nom. Est-ce qu'il y a aussi des formes de, on va dire, d'affirmation souveraine? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt aussi, ça peut être une prise de possession? Oui, tout à fait. Alors, la prise de possession, elle peut être plurielle. C'est-à-dire que d'abord, il y a une appropriation par l'artiste de l'œuvre qu'il vient copier. Quand on parle des graffitis d'artistes, évidemment, on parle de copie, on parle d'appropriation. Et le fait de laisser son nom, c'est une appropriation déjà personnelle. Mais ce qui est intéressant dans ces graffitis, c'est que ce n'est pas seulement une affaire personnelle, ce n'est pas seulement un amusement. C'est aussi quelque chose de politique. Parce que, comme je le dis dans le livre, on a de nombreux graffitis qui sont le résultat d'une politique de captation du patrimoine qui est menée par l'Académie de France à Rome, à partir de Louis XIV et puis ensuite au XVIIIe siècle, puisque l'Académie de France à Rome, sa grande mission, c'est de former des artistes qui vont pouvoir copier les chefs-d'œuvre de Rome pour ensuite les donner
au roi de France à Paris. Donc il y a une entreprise aussi politique, c'est ça que je veux démontrer, une entreprise politique, institutionnelle, de captation d'un héritage qui est l'héritage antique, classique et renaissant. Peut-on encore, avec nos yeux contemporains, mais c'était déjà le cas de Flaubert, voir les graffitis sur les œuvres comme autre chose qu'un geste imbécile? Oui, alors là, vous reprenez la citation de Flaubert qui s'indigne de ces voyageurs anglais qui, en Égypte, gravent leur nom sur les ruines et les monuments égyptiens. C'était tout le projet du livre, c'était de comprendre, essayer d'envisager ces graffitis autrement que comme un geste crétin et imbécile, donc pour reprendre la causticité de Flaubert. Oui, je pense que ces graffitis nous mettent sur la voie d'une archéologie, en fait, de notre relation à l'art. Ce livre n'est pas une généalogie du street art. Il ne s'agit pas de dire que ces graffitis sont beaux ou qu'ils ont une valeur esthétique, pas du tout. En revanche, ils nous disent quelque chose de notre relation à l'art, quelque chose qui a été en quelque sorte recouvert, enseveli par cette perspective idéalisante, esthétisante sur les œuvres, cette perspective qui a été, je dirais, accentuée par la multiplication des sources utilisées en fait par l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, elle utilise les traités théoriques, elle utilise des gravures de reproduction. Des gravures de reproduction, qu'est-ce que c'est? Ou des photos lisses et éclatantes, dans lesquelles on voit quoi? Des formes, on voit des palettes incroyables, mais dans lesquelles on ne donne pas à voir la matérialité des œuvres. Or, ces graffitis nous mettent sur la voie de quelque chose qu'on a complètement oublié et que dont j'ai voulu rendre compte à travers des photos personnelles et à travers ce petit essai. Merci beaucoup. Merci à vous.